En 2008, le monde connaissait l'une des plus importantes crises financières de son histoire. Certaines banques européennes manquent alors de s'effondrer, mais tiennent, notamment grâce au soutien des États et des institutions européennes. En cette fin d'année 2025, et alors que les tensions internationales sont importantes, comment se portent nos banques françaises ? On pose la question sur Radio à la directrice générale de la Fédération bancaire française. Bonjour Maya Attig. Bonjour Florent Vautier. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Euradio. Alors d'abord, une information très concrète pour celles et ceux qui nous écoutent. Il ne sera pas possible de faire de virement entre le 25 et le 28 décembre. C'est dû à la fermeture du système de règlement des paiements géré par la Banque centrale européenne. Maya Attig, pourquoi cette fermeture ? Alors c'est usuel à cette période de l'année, c'est ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. Vous savez, c'est une vieille expression. Cette période permet de faire davantage de maintenance quand c'est complètement fermé. C'est une période où il y a moins d'activité puisque les achats qui devaient se faire avant Noël se sont faits et le rush du 31 décembre n'est pas encore là. Donc en fait, c'est une période de quelques jours qui est affichée très longtemps à l'avance. Ce calendrier-là, il est connu depuis fin 2024, ce qui fait que les commerçants, les entreprises qui ont des virements à faire ont pu s'organiser et les particuliers ont aujourd'hui, grâce aux banques européennes, elles ont la possibilité de faire des virements instantanés. Donc si elles ont besoin, entre particuliers, de faire des opérations, elles peuvent tout à fait utiliser les virements instantanés. Voilà, ça s'applique uniquement aux virements interbancaires, effectivement. Absolument. Même les virements via des applications comme Wero, par exemple, Absolument. pour ne pas citer, ne sont pas concernés. Il y aura d'autres dates de fermeture en 2026. Je vais les citer pour être complet dans l'information. Le 1er janvier, autour du week-end de Pâques également, donc du 3 au 6 avril, le 1er mai, et puis donc l'année prochaine, le vendredi 25 décembre. Autre actualité liée aux banques, Maya Attig, qui a beaucoup fait parler ces derniers mois, c'est cette nouvelle réglementation sur les découverts. Une ordonnance du 3 septembre 2025 qui adapte une directive européenne de 2023, et ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 20 novembre 2026. Certains ont dit que la France allait interdire les découverts bancaires. Alors qu'en est-il exactement ? Alors, c'est faux que la France va interdire les découverts bancaires. Je pense que ce cas illustre très bien comment on peut construire et répandre des fausses nouvelles à partir d'informations qui sont justes, mais qui sont complètement déformées. Donc, ce qui est juste, c'est que l'Union européenne a décidé de renforcer les règles sur le crédit à la consommation. Ça, c'est vrai. Et pourquoi l'européenne est allée aussi loin que d'imposer qu'à partir du premier euro, finalement, un découvert soit considéré comme un crédit à la consommation ? Parce qu'il y a des pays qui connaissent mal le système du découvert, qui ne le pratiquent pas, et qu'il y avait un souhait que ce découvert soit très strictement réglementé. En France, on n'a pas eu ce type de problème. Donc, pendant la négociation, les négociateurs français et nous, les professionnels, on a souligné qu'on allait alourdir inutilement les petits découverts. Finalement, ça a été approuvé dans la directive. La France a loyalement transposé la directive et des personnes en ont déduit qu'on allait interdire les découverts. En réalité, ça va devenir un peu plus compliqué au sens où il y aura quelques papiers, quelques documents à transmettre et que vous allez recevoir davantage de documents également que vous devrez signer, etc. Mais en pratique, on n'interdit pas du tout les découverts. On n'interdit pas les découverts. Par contre, le mode de négociation a montré une complexification. Oui, on reviendra justement sur ce que vous estimez être des normes un peu plus complexes, mais pour revenir sur cette réglementation sur les découverts, donc c'est-à-dire que à partir de plus de 200 euros de découvert, c'est considéré comme un crédit à la consommation, c'est ça ? Alors, en fait, pour les crédits de plus de 200 euros, aujourd'hui, il y avait déjà des règles assez importantes. Donc, pour ça ne change pas énormément. Encore une fois, quelques formats de documents vont changer, mais ça ne change pas fondamentalement. Par contre, pour les crédits de moins de 30 jours ou les crédits de moins de 200 euros, là, ce sera considéré comme un crédit à la consommation et donc avec des démarches alourdies par rapport à aujourd'hui, quand même plus légères que si c'est un crédit de plus de 200 euros, mais malgré tout, davantage de documents à fournir qu'aujourd'hui. C'est quoi ces démarches, sans rentrer dans l'infini détail, mais un auditeur, une auditrice qui nous écoute et qui peut être confronté à ce genre de découvert, quel document elle devra produire ? Alors, pour les crédits, les découverts que vous demanderez après
après novembre 2026. C'est-à-dire, tous les découverts que vous avez avant resteront autorisés. Les autorisations de découvert que vous pouvez avoir resteront valables. Par contre, après, vous devrez transmettre des éléments qui permettent d'évaluer votre solvabilité. Donc, les banques sont en train de regarder en détail quels documents sont nécessaires, quels justificatifs. Tout le monde est d'accord pour dire que ça doit être évalué de façon simple, mais le diable se cache dans les détails et donc on va avoir des éléments plus tard. Mais en pratique, si vous avez déjà un découvert, ça change peu, voire ça ne change pas du tout. Si vous n'avez pas encore de découvert, effectivement, vous aurez quelques documents à fournir. Mais est-ce que vous craignez que les règles, elles continuent de s'alourdir en matière de découvert ? Vous parlez de complexification. Est-ce qu'on peut craindre dans quelques années encore un rétrécissement, j'ai envie de dire, des possibilités de découvert ? Alors, en fait, la dynamique des négociations européennes, c'est toujours un alignement et un compromis entre plusieurs pays. Donc, personne n'est totalement content, personne n'est totalement mécontent. Donc en fait, ce qui se passe depuis plusieurs années, et c'est pour ça que beaucoup de personnes appellent à la simplification, c'est que dans l'exemple dont on parle là, vous avez des officines qui se sont créées dans plusieurs pays d'Europe et qui ont accordé des crédits à la consommation dans des conditions non transparentes pour les clients, très coûteuses pour les clients. Il se trouve qu'en France, on était déjà plus réglementé que ces autres pays-là. Et même si on n'est plus réglementé, la dynamique de négociation, c'est de dire, OK, mais même ceux qui sont déjà très réglementés doivent s'aligner sur le choix commun. Voilà. Donc en fait, je ne peux pas vous dire comment ces textes vont évoluer à l'avenir. Nous, on a toujours des propositions en disant il faut faire un test sur les documents. Des documents que les clients n'arrivent pas à lire, même si c'est censé leur donner plus d'informations, ou qu'ils signent sans même les regarder parce qu'ils disent « ça m'ennuie de signer de la paperasse », il faut savoir se poser des questions. C'est bien de vouloir renforcer l'information, l'harmoniser en Europe, etc. Mais très souvent, ça aboutit à des documents qui, en réalité, sont une somme d'informations inutiles. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut revoir très régulièrement les obligations au regard de la réalité. Personne ne va manifester à cause de paperasses trop importantes, c'est vrai. Mais quand on crée en permanence une insatisfaction parce que j'ai signé, j'ai dû cocher la case, j'ai dû renvoyer, ça m'énerve. C'est pas très bon non plus. Donc, c'est mieux de montrer, je pense, la capacité de l'Europe à s'adapter plutôt que de continuer à accroître en permanence des formulaires à remplir. Alors, autre évolution de règles, celle-ci en cours. Le 27 novembre dernier, le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord sur le règlement sur les services de paiement et sur une troisième directive sur les services de paiement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle le RSP et le DSP3, avec un objectif de mieux lutter contre la fraude. D'abord, quelles sont les fraudes les plus répandues aujourd'hui auxquelles les banques sont confrontées en France et plus généralement en Europe ? Alors, je vous remercie de poser la question parce que c'est effectivement un sujet non seulement européen mais mondial. On a aujourd'hui des multinationales de la fraude qui se sont créées, qui s'appuient parfois sur des acteurs extrêmement locaux. Dans tous les pays, vous avez des jeunes, parfois même pas majeurs, qui sont le mercredi dans leur chambre à passer des coups de fil. Les parents croient qu'ils sont en train de faire du phoning ou de téléphoner à des copains. En fait, pas du tout. Ils sont eux-mêmes victimes de réseaux. Et donc, ils appellent, ils se font passer pour de faux banquiers, de faux conseillers. Alors, il y a plusieurs catégories de fraude. Par exemple, une fraude ancienne, c'était le vol de numéros de carte bancaire et l'utilisation de ces numéros. L'Europe a agi assez tôt, il y a quasiment 20 ans. Il y a eu les premières directives sur les services de paiement qui ont renforcé le niveau de sécurité. Et il y a 6 ou 7 ans, un deuxième niveau de sécurité s'est ajouté avec l'authentification forte. Vous savez, le fait que vous deviez rentrer sur un outil votre code. Donc ça, c'est des choses que l'Europe a harmonisées, tirées vers le haut, puisque si on regarde il y a 20 ans, les cartes françaises étaient très sécurisées, les commerçants français très sécurisés, mais il y avait des trous dans plein d'autres pays, donc vous faisiez voler votre carte en France et elle était utilisée chez des commerçants d'autres pays, c'était pas bon. Donc là, on arrive à un stade où beaucoup de choses sont industrialisées. Par exemple, donc, ces faux appels, de la manipulation mentale, en fait, et ça marche parce que tout simplement, ça joue sur les ressorts de l'être humain.
Et donc, cette directive, elle va renforcer certaines mesures de sécurité, elle va également partager la responsabilité. Alors, elle ne va pas aussi loin qu'on le voudrait, mais nous, on pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de plateformes électroniques, de réseaux sociaux, qui laissent beaucoup trop se développer les publicités frauduleuses. Donc il faut les tenir responsables de ces publicités frauduleuses pour des services bancaires frauduleux. Absolument. Pour nous, la banque, elle est souvent en bout de chaîne. On fait énormément de choses, notamment en France, pour filtrer les virements, pour signaler depuis plusieurs mois, depuis le mois d'octobre, début octobre, on signale quand il n'y a pas de coïncidence entre le nom que vous avez indiqué et le compte vers lequel vous allez faire un virement. Donc, on fait énormément de choses pour faire de la prévention, pour faire de l'alerte immédiate, de l'alerte en temps continu. Une campagne importante qui se déroule en ce moment, ne communiquez pas vos données, raccrochez, supprimez, signalez quand vous avez une tentative d'arnaque. Donc ça, c'est très important. Mais en fait, ceux qui laissent se répandre ce genre de choses, ou bien dans le monde des télécoms, par exemple, le fait que ce soit au fond assez facile d'envoyer des SMS frauduleux et qui ne soient pas forcément bloqués simplement, ça, ce sont des problèmes que les directives doivent maintenant attaquer. On parle des banques françaises et de leur santé, de l'évolution législative aussi au sein de l'Union européenne avec la directrice générale de la Fédération bancaire française. Maya Attig est aujourd'hui l'invitée de Radio. Alors le contexte international avec l'invasion russe en Ukraine fait qu'il y a un besoin important aujourd'hui de financement dans le secteur de la défense. Comment les banques s'adaptent à ce contexte, les banques françaises donc ? Alors c'est un sujet qu'on a commencé à travailler avant même l'invasion de l'Ukraine. Donc on a vraiment beaucoup dialogué avec le secteur de la défense, notamment parce que eux voyaient arriver, notamment en particulier des institutions européennes, des textes qui mettaient la défense, je dirais, qui stigmatisaient la défense du point de vue moral, qui en gros pouvaient désinciter à investir dans la défense ou à prêter au secteur de la défense. Par ailleurs, on a des règles européennes de haut niveau, et on s'en félicite, contre tout un tas de phénomènes, contre le blanchiment, contre la corruption, etc. Et ces règles sont particulièrement renforcées pour les secteurs exportateurs. Il se trouve que la défense est exportatrice, et donc beaucoup d'acteurs de la défense ont vu ces règles se mettre en place en se croyant spécifiquement visés. En fait, non, c'est le fait qu'ils sont exportateurs qui fait qu'ils sont visés par ces règles. Bon. Donc on a mis, je dirais facilement 1 an et demi, 2 ans, à partager nos informations respectives, à trouver un modus vivendi. On a mis en place, par exemple en France, un système de référents à l'intérieur des banques qui connaissent bien le secteur de la défense, qui peuvent être les interlocuteurs des entreprises du secteur de la défense pour faire avancer leurs dossiers. La défense, aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'entreprises. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas en très bonne santé financière. C'est une minorité. Et donc là, c'est logique qu'elles aient du mal à trouver des prêts, puisqu'on prête l'argent des autres, nous, on prête l'argent de nos épargnants. Et donc, ces entreprises-là, c'est vraiment une minorité. En revanche, pour la très grande majorité des entreprises, les banques françaises font partie des plus prêteuses. On a aujourd'hui un encours de plus de 37 milliards d'euros au 31 décembre 2024. On sortira les chiffres 2025 bientôt. Donc, on a des dizaines de milliards prêtés aux grandes et petites entreprises et sous différentes formes. Il y a également des cautions, des garanties, des crédits export. Et donc, premièrement, se connaître. Deuxièmement, soutenir en interne. Et troisièmement, prêter, bien entendu, et accorder des prêts qui sont en plein développement. Et vous demandez à ce que le cadre réglementaire soit un peu plus relâché concernant le financement de la défense par les banques ? Alors, en fait, on a demandé d'abord qu'il y ait une cohérence. Je vous prends un exemple très simple. Beaucoup de textes européens sur la défense parlaient d'armes controversées. Controversé, c'est un terme qui est plutôt moral, avec une connotation morale. Ce n'est pas un terme juridique. Et donc, ce qu'on a demandé, c'est qu'on se réfère à une notion juridique. Est-ce qu'une arme est autorisée par un traité ou interdite par un traité ? Voilà. Donc ça, c'est un ajustement des textes. Ça a été assez difficile de faire avancer cette clarification, finalement, mais je crois que pour tout le monde, c'était très important. On n'est pas là pour juger la morale de telle ou telle action. On est là aussi pour appliquer le droit. Et donc là, ça pouvait créer vraiment une incertitude d'avoir ces textes aussi flous. Donc ça, on a obtenu cette simplification qui était une bonne chose. On a également
beaucoup signalé à tous ceux qui nous disaient oui, dans le système bancaire, vous êtes réticents à la défense, à financer la défense. On a signalé qu'il y avait une grande institution européenne qui ne finançait pas du tout la défense, la Banque européenne d'investissement. Et la Banque européenne d'investissement a parallèlement beaucoup progressé, beaucoup avancé pour voir quelles infrastructures, quels acteurs elle pouvait financer, encore une fois, pour jouer son rôle de support de l'Europe, de soutien de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, c'est aussi la défense. Je pense que on en est tous conscients, et donc c'est important d'avoir une grande cohérence entre le secteur public et le secteur privé dans ce domaine. Et toujours sur l'impact de la situation internationale pour les banques, la semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle allait demander aux grandes banques d'évaluer l'impact des risques géopolitiques sur leur modèle économique. En attendant les résultats de cette étude, finalement, est-ce que vous, dans les banques françaises, vous voyez déjà des effets de cette situation internationale ? Alors d'abord, les banques françaises sont présentes dans beaucoup de pays du monde, mais elles sont quand même très concentrées en Europe. Donc ça, c'est un élément notable. Et quand on regarde, je prends un exemple, le sujet des droits de douane, l'impact sur la croissance française, d'après les estimations de la Direction générale du Trésor, c'est environ moins 0,1 point de PIB pour la France en 2025, alors que c'est moins 0,8% pour l'Allemagne en 2026. Pour la France en 2026, c'est moins 0,24. Bon. Donc c'est intéressant de se dire que si on fait une analyse des risques géopolitiques, il faut aussi décliner en fonction du mix géographique de chacune des activités. Donc ça, c'est un point, je pense, il n'y a pas de mesure standard, en fait. Évidemment, le risque géopolitique, c'est un risque qui est immédiat dans certains pays, mais ce n'est pas forcément des pays dans lesquels les banques françaises ont beaucoup d'activités. En revanche, par les effets de ricochet, si les droits de douane décidés aux États-Unis, négociés entre certains pays, ont un impact sur d'autres pays dans lesquels des banques sont présentes, là, forcément, ça va jouer. Donc, voilà. Cette relation qui semble aujourd'hui distendue entre l'Europe et les États-Unis, avec, le premier épisode, les droits de douane, maintenant aussi tout le contexte autour de la guerre en Ukraine, ça crée quand même de l'incertitude pour les dirigeants des grandes banques françaises aujourd'hui qui se disent où on va ? Alors, je pense que tout le monde est assez attentif à la situation internationale, évidemment. Je pense que les États-Unis, c'est un moteur du monde, ça le reste pour tout le monde. C'est un endroit où il y a énormément d'activités qui se développent, beaucoup d'innovations évidemment, mais aussi un marché avec des Américains qui consomment, qui renouvellent également leurs équipements. Donc, les États-Unis sont incontournables et c'est un centre financier absolument majeur. Donc, personne ne se détourne des États-Unis. Tout le monde continue à y avoir de l'activité dans des conditions, de transparence, d'ouverture. Nous, on a beaucoup de contacts avec des autorités américaines qui se sont déplacées plusieurs fois en Europe, avec qui on discute. Les autorités peuvent être d'accord ou pas d'accord entre elles. En tout cas, elles restent toutes assez ouvertes à la discussion. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière, je dirais, sur ce point-là. On a beaucoup parlé de réglementation, Maya Attig, oui, au cours de cet entretien. Vous venez d'ailleurs de publier des propositions pour améliorer le financement de l'économie européenne. Vous dites qu'il faut simplifier et réviser le cadre réglementaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le plus les banques de financer l'économie, selon vous ? Alors, en fait, il y a un paradoxe qui est qu'on finance beaucoup l'économie. Si vous me demandez comment ont évolué nos crédits depuis une dizaine d'années, nos crédits, ils ont énormément augmenté. Les crédits aux particuliers, avec le crédit immobilier, qui s'était replié en 2022 et 2023 et a fortement repris en 24 et 25, et le crédit aux entreprises, qui continue à croître de manière intéressante. On a aujourd'hui, par exemple, un investissement en France qui est assez stable. Par contre, les crédits à l'investissement, ils augmentent de quasiment 4%. Donc, on finance l'économie. Par contre, on la finance avec moins de prise de risque. Donc, on ne va pas forcément sur des dossiers de démarrage d'entreprise, sur les dossiers d'entreprise les plus audacieux. Donc, la zone de risque, elle a reculé. Et, bien entendu, on court moins de risques de perte, mais on a moins d'opportunités de croissance. Donc en fait, en Europe, il y a une très grosse préférence pour la stabilité et pour l'absence de risque ou le très 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 faible risque.
Le résultat est là. Aux États-Unis, on a une croissance 3, 4, 5 fois supérieure de l'épargne, 4 fois supérieure à peu près, la valeur des actifs. Et même si on supprime les plus gros acteurs, les fameux Magnificent Seven, ils ont augmenté beaucoup plus. Donc en fait, on s'est dit, comment on fait pour maintenir le socle de stabilité ? Il ne s'agit pas de déréglementer à tout crin, mais d'ajuster des paramètres multiples, de supprimer des risques redondants, par exemple. Dans certains cas, les autorités européennes sont venues dans une banque et elles ont dit, il y a 3, 4, 5 ans, tiens, vous allez rajouter telle provision, vous allez rajouter telle poche de fonds propres. Bon. Et puis, la règle a été révisée, et donc, spontanément, l'exigence de la même banque a monté pour le même risque que celui qui était déjà couvert sur une base individuelle avant. Et au lieu de dire, vous aviez déjà la sécurité, et donc, vous n'avez pas à appliquer le nouveau texte, ou l'inverse plutôt, vous avez la nouvelle sécurité, on vous autorise de supprimer l'ancienne, eh bien, on a gardé les deux. Donc, on a, au lieu d'avoir un de risque qui est remplacé par un de règle, là, on a 1 plus 1. Donc, on a doublé, dans beaucoup de cas, nos obligations, nos contraintes. Donc, c'est ça qu'on demande. C'est en fait un balayage, un toilettage de beaucoup de règles pour parvenir à, je dirais, concilier cette stabilité financière. Aujourd'hui, on est stable, mais être stable, on peut aussi en mourir. Et donc, c'est important de pouvoir continuer à alimenter des entreprises qui innovent, des ménages qui peut-être sont un petit peu aux limites de risque, mais qui ont un projet intéressant, un projet audacieux et qui peuvent se lancer plus vite. Donc, on peut s'attendre encore à de nouvelles évolutions réglementaires. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, Maya Attic. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Euradio. Merci beaucoup, Florent Vautier.